Bon matin, bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 69e épisode, nice, des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard, en compagnie du vacancier pour encore quelques jours, Monsieur Pierre Gastonguay. Comment ça va, Pierre? Toujours bien, je suis en vacances, ça peut pas mal aller. Je suis en vacances au Nouveau-Brunswick, chez ma mère. Ça se passe bien. Au moment où vous écoutez l'épisode, on est le jeudi. Donc moi, je suis revenu depuis mardi. Ça fait 2 jours que je suis revenu à la réalité, que je suis revenu à Montréal. Mais si on veut profiter des vacances, ben faut retourner au travail. Comme travailleur autonome aussi, si je travaille pas, ben j'ai pas d'entrée d'argent. Fait que il y a ce côté-là aussi qu'il faut y passer là, avant de prendre des vacances. Fait que non, je devine que mon moi du futur dit que ça a fait du bien les vacances depuis que je suis revenu à Montréal. Mais mon moi du présent est content aussi des vacances, comment ça se passe. Fait que ça fait toujours du bien de relaxer un peu. Très cool, très cool. Sinon, je sais pas si tu as suivi un peu la genre de politique américaine fucked up qui se passe ces derniers temps. Ben oui, là, de facto, là, parce que ça se passe, là, mais je le suis pas activement, là. Écoute, on dirait littéralement une storyline de lutte qui arrive avec les républicains et les élections. En tout ça. Écoute, moi, on n'est pas podcast de politique, là, même si c'est une de mes passions également, mais écoute, force est de constater que la lutte, la fiction a dépassé la réalité parce que Hulk Hogan est venu faire une promo au truc de républicain pour appuyer Donald Trump. Incroyable. Écoute, je vais l'analyser seulement pour le côté de la promo. C'était une bonne promo d'Hulk Hogan. Ça faisait longtemps qu'il avait pas fait une bonne promo de même. Fait que si tu regardes juste la promo, écoute, c'était quelque chose, mais... Et en tout cas, moi ça me faisait juste rire de regarder genre RDI puis comme tu sais des espèces de Céline Galipo là, qui est une madame qui fait les nouvelles au Canada là en français, qui comme doit comme parler de tout ça puis genre Hogan déchire son gilet puis l'espèce de traduction simultanée de tout ça qui était comme pour vrai, des fois on dirait que je suis dans un comme que la réalité ça se peut pas genre. On dirait que ça n'a pas de bon sens que la lutte soit rendue partie prenante de la politique, mais bon, écoute, on a eu Hulk Hogan au truc républicain, fait que j'avais sûrement vu passer ça. Wow. C'est devenu un meme, mais c'est quelque chose, c'est fucké. C'est vraiment fucké. Et moi, la lutte, je la préfère dans le ring plutôt que dans la politique. Oui. J'espérais qu'elle va revenir dans la lutte seulement. Il y a toujours un genre de kayfabe qui roule alentour de la politique. Fait que c'est un peu c'est vrai. Mais tu sais, en tout cas, on va voir, mais j'ai l'impression que la lutte est en train de prendre le pouvoir aux États-Unis. Il y a quand même beaucoup d'anciens lutteurs qui sont maires ou sénateurs ou des trucs comme ça. Ouais. L'ancien président qui a été de passage à la WWE. Peut-être qu'un jour, The Rock va peut-être y aller. Peut-être bien. Décider d'aller président, on sait pas. On va voir, mais tabarouette, j'aurais jamais pensé, petit, que tous les gens que j'écoutais à la télé pour la lutte c'est incroyable. seraient les gens qui décideraient de la politique du pays le plus puissant au monde. C'est quand même drôle et épeurant en même temps. C'est le plus gros soap opera de l'histoire, là. Ça n'a pas de bon sens, là. Ouais, ça n'a pas de sens. Fait que c'est ça, moi, que je faisais. Capoter un peu en regardant la télé. Les derniers shows. Sinon, vous, votre côté, on a eu quelques commentaires du public. Fait que d'abord, on a Illy qui nous a fait un peu les meilleurs matchs, selon elle, de John Cena pour notre spécial John Cena qu'on a eu il y a quelques semaines. Fait que elle, CM Punk à Money in the Bank 2011, effectivement, c'est un incontournable. Moi aussi, CM Punk contre John Cena. Je crois c'est dans mon top 3 à vie, mes matchs préférés. Quel match! Le vivre live, là, c'est... Ça, c'est le genre de match fallait que tu vives live parce que quand tu sais pas ce qui se passe et qui s'en vient, tu sais que le contrat de Punk se termine. Fait qu'ils vont-tu vraiment lui donner la ceinture? T'es à Chicago. Il ose le faire contre John Cena en plus. Part avec la ceinture, on n'a plus de nouvelles. C'est celui qui donne qui envoie le bec soufflé, ouais. Oui, le petit bec soufflé à Vince. Fait que, écoute, une histoire audacieuse qu'on aurait peut-être pas eu s'il y avait eu la All Elite Wrestling à l'époque. Ouais. Vu qu'on était vraiment au summum du monopole de la WWE, il était assez confiant de se dire on peut le laisser partir avec notre ceinture parce qu'il n'y a pas d'autre. Il y a nulle part ailleurs qui va être capable de le payer. CM Punk. Fait que, bref. Et sinon, un autre de ces matchs, qui est également un de mes matchs que j'ai bien aimé de John Cena, JBL
contre JBL, la Judgment Day 2005. C'est le match, je crois, tu me diras, là, je pense que c'est celui-là où Cena est complètement couvert de sang. C'était comme un Cena hyper... il y avait du sang jusque dans les boxeurs. Il y avait encore un peu sa gimmick rapper à l'époque. Et c'est un des matchs que souvent on... En tout cas, qui a peut-être mis un peu de respect pour les fans, parce qu'on commençait un peu à tourner contre lui à cette époque-là. On le poussait beaucoup, mais ce match-là était très violent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des matchs violents comme ça. Peut-être qu'on va en revoir lorsqu'on ira sur Netflix, mais nous, on tourne, on est en juillet 2024, et c'est très rare des matchs comme ça, et un John Cena en particulier, ou avec autant de sang, c'est très rare de voir ça. Fait que, 2005, c'est quand même un jeune Cena, là, on s'entend. Là. Ouais. Un jeune Cena qui est vraiment en progression dans son premier règne de champion, il me semble très dominant également. Fait que, effectivement, des deux excellents matchs pour les meilleurs matchs de John Cena. Et son dream match qu'elle aurait pour John Cena, c'est contre MJF. Mon Dieu, oui. John Cena contre MJF, Ultimate Face contre Ultimate Heel. Et je sais pas, la foule, si elle prendrait plus pour le heel dans ce cas-ci. Je sais pas, Ça serait tellement un affrontement au micro incroyable d'avoir ça serait... dans le même ring. Juste pour le build-up vers le match. Le match comme tel, ok, mais comme le build-up puis l'histoire qui tourne autour de ça, puis les affrontements face à face avec le micro, là. Si bol. On aura peut-être qu'un jour on aura un affrontement face à face. Peut-être. Ça sera sûrement après la retraite, Ouais. John, parce que j'ai pas l'impression que MJF va quitter durant le dernier run. Mais bref, dites-nous vous, hein, cet épisode-là, il y a eu beaucoup de bons commentaires, fait que vous avez des bons souvenirs de John Cena. On va revenir un peu plus tard, parce que SummerSlam, quand il était un pay-per-view, Cena a quand même marqué l'histoire. Il y a beaucoup de victoires en début de carrière, ensuite beaucoup de défaites, mais des défaites également marquantes. Fait que on va y venir un petit peu plus tôt. Cette semaine, c'est notre retour, preview, prédiction, questionnaire pour SummerSlam 2024. Fait que comme tous nos épisodes comme ça, vous pouvez cliquer dès maintenant en dessous et répondre au questionnaire en même temps que vous écoutez l'épisode pour nous dire c'est quoi vos prédictions pour SummerSlam, qui va gagner. Et on n'oublie pas, à l'enjeu, il y a des points, puis des points dans un classement général d'une année complète. Présentement, c'est Elisabeth qui nous a dit ces commentaires-là, qui domine le classement. Ah oui. Mais c'est pas encore insurmontable. Non. Tu sais, mettons, on est mettons, de la majorité, on est à 20-30 points de la majorité des gens. Fait que c'est encore prenable. Il suffit d'une mauvaise performance d'Eli puis une bonne performance de la part de tous, puis ça change le vent peut changer de bord assez vite. Là. Oui, puis il reste au moins 7-8 pay-per-view là, avant la fin. Fait que, il reste du temps. Fait que vous allez répondre ça en même temps. Et on va commencer cet épisode-là, avec moi, un petit truc qui m'a été inspiré, là, évidemment, de SummerSlam, mais c'est mon top 3 de mes matchs préférés à SummerSlam. Là, évidemment, c'est sûr que j'ai vécu live quand je regardais ça. Fait que moi, j'ai commencé début des années 2000, peut-être 2003-2004, à peu près, à regarder assidûment la lutte. Fait qu'à partir de ces années-là, c'est quoi mes matchs préférés? Fait que quand même, il y allait avec 2 mentions honorables, parce que 3, c'est pas beaucoup. Ah oui, c'est pas assez. Je vais aller avec... je vais aller mention honorable CM Punk contre Jeff Hardy en 2009. Une histoire qui tournait autour des problèmes d'alcool et de consommation de Jeff Hardy. Et CM Punk qui était straight edge et qui était le méchant dans cette histoire-là. Alors que Jeff était le gentil, même il avait eu des problèmes de consommation. Et bizarrement, c'était le dernier match, il me semble, de Jeff Hardy. Après, il a été à la TNA par la suite. Donc, on a comme fini ça bizarre. Parce que Punk l'emporte et Jeff Hardy quitte pour justement des problèmes de consommation. Fait que la réalité a rattrapé la fiction. Mais le match en tant que tel et le build-up était quand même bon. Et c'était dans la période où on cimentait également CM Punk. Fait que c'était bien fait. Il y a un bon match en 2018 entre Undertaker et Edge, qui est dans une rivalité, fait que c'était comme, je pense, le 3e chapitre de cette rivalité-là, qui avait commencé à WrestleMania entre les deux. Et dans un Hell in a Cell match. Et probablement un des meilleurs Hell in a Cell match d'Undertaker contre Edge. Fait que je vous le recommande. Ça a été à SummerSlam 2008. Cool. Mais mon top 3 officiel va aller en 3e position. AJ Styles contre John Cena. On en a parlé, hein. John Cena. SummerSlam, c'était un de ces événements qui était quand même bon, mais en début de carrière, beaucoup de victoires. En fin de carrière, beaucoup de défaites. Et cette défaite-là était très surprenante parce que c'était contre AJ Styles qui, on se le rappelle, venait d'arriver à Royal Rumble de la même année. On avait déjà eu des matchs contre John Cena dans le build-up vers ça. Je pense que c'était leur 2e affrontement, 2 ou 3e affrontement. AJ avait gagné le premier match. On s'attendait à une victoire de John à SummerSlam. Et non, il a perdu. Il a décidé de se coucher pour construire parce qu'il était quand même... Le début vers la fin, maintenant on le sait, il a quitté officiellement en 2017.
Ouais, Mais c'était vraiment une manière, c'était très TNA versus. Tu sais, c'était comme un dream match qu'on n'avait jamais eu. Fait que c'était comme le deuxième chapitre de ça, d'une rivalité qu'on n'avait jamais eu entre les deux meilleurs lutteurs, un peu de leur époque, de chacune des compagnies. Et ils ont livré la première. Moi, c'est le match entre les deux que j'ai préféré, celui de SummerSlam en 2016. Fait que je vous le conseille. On a sorti dans la créativité beaucoup. Là, Cena, il fait pas les mêmes 5 moves qu'il fait tout le temps. Là. AJ Styles, il était le chercher. Et la victoire d'AJ, très surprenante, après plein de near fall aussi. Là, fait que super bon match que je vais voir. On voulait installer AJ Styles mettre AJ Styles sur un piédestal quand même à ce moment-là. Ben écoute, fallait. Et moi, ça m'a surpris parce que j'ai toujours eu l'impression que la WWE, surtout à cette époque-là, les gens qui arrivaient allaient pas être mis de l'avant tant que ça parce qu'ils ont été longtemps dans l'autre compagnie. J'ai l'impression qu'AJ, vu que c'est plus la WWE qui l'a pas voulu, parce qu'il a eu une début de carrière très courte à la WWE avant d'être. Il était trop petit, fait qu'ils l'ont mis de côté. Fait que j'ai l'impression qu'il n'est pas arrivé avec le même traitement avec AJ quand il est revenu, puis ils ont vraiment donné les clés de SmackDown. Puis par la suite, l'histoire s'est écrite. Mais oui, ça a permis de cimenter AJ comme un top face, un top star à l'intérieur de la compagnie de battre John Cena de manière relativement clean. Fait que non, super bon. Mon deuxième match préféré, c'était un classique qui était un classique David contre Goliath. Là, fait que un gros monsieur contre quelqu'un d'un peu plus petit. Mais cette fois-ci, c'est Brock Lesnar contre CM Punk en 2013. Et une histoire qui a été tournée autour de Paul Heyman également. Fait que Paul Heyman faisait partie de ce build-up-là parce que c'était ces deux poulains qui s'affrontaient. Et une bonne... Un laisse... En tout cas, je sais pas si... Même, on les a pas tant vus après, également, un ou l'autre. Je sais pas s'ils sont tant amis que ça dans la vraie vie. Mais ça a fonctionné pour ce match-là. Deux gros égos. Ouais, deux gros égos, quand même. Mais ça a fonctionné pour ce match-là. Fait que super bon match que je vous recommande également. Et mon match préféré de tous les temps, qui était toute la fin, c'était pas juste le match, parce qu'il y a également des choses qui se sont passées après le match, mais Daniel Bryan contre John Cena en 2013, tout juste avant le Yes Movement. Ça a contribué à avoir le WrestleMania qu'on va avoir en 2014, parce que c'est pour la ceinture, et c'est construit deux gentils contre gentils. Cena l'a joué un peu passer le flambeau à Bryan Danielson à ce moment-là. Et un match de deux face, deux clean, on se serre la main, tout ça. Et une victoire de Bryan Danielson, maintenant, qui a cimenté un peu son rôle dans le haut de la carte. Mais malheureusement, tout de suite après le match, on a un cash-in de Randy Orton et un turn de Triple H sur Daniel Bryan. Triple H était l'arbitre spécial de ce match-là. Et lors de la fin, même s'il a compté pour donner la victoire à Bryan, il savait que... Mais ça va tout nous apporter, justement, comme tu dis, là, tout l'automne, puis tout l'hiver là, du Yes Movement, et toute la montée du underdog, et toute la foule qui se met derrière lui à cause... Et les personnages de The Authority qui viennent s'installer un peu dans ce match-là, parce que si vous regardez ce match-là, si vous le trouvez ou il passe sur le network pendant que vous regardez, vous allez voir comme c'est weird que Triple H comme, la joue comme un peu face quand tu sais ce qui suit. Mais à ce moment-là, c'est là qu'on a le turn clair fait, de Triple H qui arrive avec son passage de The Authority pour les mois qui suivent. Puis Randy Orton vient juste un peu exécuter ce plan-là. Fait qu'il y a un peu la popette de The Authority. Mais un excellent match que quand tu le vis live aussi, c'est comme tabarouette. Les montagnes rushes que j'ai eues, Cena, j'ai toujours beaucoup aimé. Bryan, mon lutteur préféré. Bryan qui gagne, et là par la suite, on se fait enlever ça. C'est une fin de SummerSlam grandiose que des gars s'en allent vers où. Fait que, une belle utilisation également de la mallette. Très cool. C'est mes 3 matchs préférés. Et bizarrement, SummerSlam, je sais pas pourquoi, c'est jamais le pay-per-view, je trouve, qui est à la hauteur de ce qui est dans le top. C'est supposé être le numéro 2. Ouais. On dirait qu'il y a tout le temps d'autres pay-per-views que je préfère dans l'année que SummerSlam, mais celui de 2013 était particulièrement bon. Il y a la position 1 et 2 sont de 2013. C'est un pay-per-view, pas de gimmick. Fait que faut que la lutte soit bonne, faut que les histoires soient bonnes, parce que tu peux pas te rattacher à rien. On en profite pour terminer certaines histoires, puis on en profite pour en commencer des nouvelles ou d'en continuer des nouvelles, d'en pousser des nouvelles pour se rendre jusqu'à Survivor Series, qui va nous rendre jusqu'au Rumble, qui va nous rendre jusqu'à Mania. Fait que il est quand même important, mais oui, je comprends j'entends puis je comprends le dead spot ou le blind spot qui peut être SummerSlam. Là. Exact. Fait que dites-nous, vous, c'est quoi vos matchs préférés que vous avez vus dans votre histoire? Si ça fait plus longtemps que nous, vous regardez la lutte, vous pouvez nous sortir des matchs des années 90, parce qu'il y en a eu des excellents matchs à SummerSlam aussi avant. Donc, dites-nous ça dans les commentaires, comme toujours. On va enchaîner avec la prochaine
chronique Qui le fait mieux, Pierre? Cette semaine, qui le fait mieux? Je me suis inspiré le messire, l'architecte, le visionnaire, Seth Le Rollins. révolutionnaire. Le révolutionnaire, exactement, Seth Rollins, qui va être arbitre invité, arbitre spécial, qui va être quelqu'un qui va être là pour peut-être continuer à créer une certaine histoire. Donc, qui le fait mieux? Qui l'a fait mieux? L'arbitre spécial entre Shawn Michaels, Stone Cold Steve Austin, oui, et John Cena. Donc, d'après toi, je pense que je doute à savoir vers qui tu vas aller, d'après ce qu'on vient de dire. Mais entre ces trois-là, qui a été le meilleur arbitre spécial, comme arbitre invité, arbitre spécial, peu importe comment vous voulez le nommer? Ouais, dans un match. Écoute, Cena, Cena joue gros tout le temps. Oui. Quand il est arbitre, il jouait gros. Puis je sais pas pourquoi les matchs, on l'a mis comme arbitre. Mhm. À peu près au milieu 2010. Il était tout le temps un arbitre qui comme frappait un peu les lutteurs dans le ring. Fait que genre, il poussait le monde, puis il était comme « Je suis un arbitre, mais t'as pas le droit de me toucher. » Ah, c'est drôle ça. Fait que puis il a joué tout le temps gros, tout ça. Il essayait d'être fair, mais genre, il se faisait respecter. Ouais. Mais je vais quand même pas dire sinon. Je pense que je vais y aller avec Stone Cold Steve Austin parce que comme arbitre, il a souvent été le seul élément pour rattraper les matchs. Fait qu'on l'a souvent mis dans des positions quand il arbitrait où le match était comme perdu d'avance, la foule allait tourner contre le match et Stone Cold était le seul élément qu'on pouvait se rattacher pour suivre le match. Fait qu'on a le match Goldberg classique, Goldberg-Lesnar où les deux, on sait, vont quitter après c'était le WrestleMania là. Donc la foule est très fâchée contre les deux lutteurs. Et on a décidé de mettre Stone Cold pour genre, tenter de sauver le match. Et le seul pop qu'il y a du match, c'est quand Stone Cold fait des stunners aux deux à la fin. Donc, je vais mettre Stone Cold qui était également le rebelle ultime, si on veut, là, dans ces années-là. Et le mettre dans une position où c'est lui qui décide des décisions. Il doit être juste et fair. Je trouvais que c'était un bon clash. Fait que j'allais avec Stone Cold. Shawn Michaels, je l'ai moins connu quand je l'ai vu par après, mais on dirait que j'étais moins connu. Puis Shawn Michaels, on dirait ces années fortes, j'aimais pas l'humain qui était. Fait que ça me permettait jamais d'autant apprécier ce qu'il me donnait, vu que l'humain était un peu une marde quand il était dans son prime. Même s'il était très bon dans le ring, l'humain était pas très bon. Je comprends. Toi, t'as qui? Ben, moi, c'est pas un moment où j'écoutais la lutte, là, on va se le dire, là, puis j'ai quand même fait quelques petites recherches. J'ai pas du tout écrit ces trois noms-là il y a 15 minutes avant qu'on enregistre, du tout. Mais moi, je vais aller avec Shawn Michaels pour le volume qu'il a fait. Il l'a fait 3 ou 4 fois dans les gros matchs quand même, toujours quelque chose avec une bonne ampleur. Celui que j'ai vu le plus souvent passer, c'est le match contre Taker et Brett à SummerSlam 97, qui va nous apporter éventuellement au Montreal Screwjob. On a parlé à l'épisode de lundi là, brièvement, où il a été obligé de taper le compte de 3 sur Bret Hart qui gagne contre l'Undertaker. Fait que de jouer un peu avec tout ça. Puis je pense qu'il le faisait bien quand même. Fait que puis t'es un peu comme John Cena, Shawn Michaels, il aime être le centre de l'attention, il aime être là. Fait que je pense qu'il de voir un peu, de voir c'est facile, mais de pouvoir bien le jouer aussi. Fait que moi, je vais aller avec Shawn Michaels juste pour une question de volume. C'est lui qui en a fait le plus, je pense, dans la liste des 3 lutteurs que j'ai là. Mais sinon, il était sexy, lui, quand il était arbitre. Il était très sexy. C'est un peu il portait bien. C'est comme un homme jouet, un peu. Là, c'est ça. C'est que tu veux. Fait que, d'après vous, qui l'a fait mieux? Est-ce que j'ai oublié un lutteur? Est-ce que pour vous, c'est Jeff Jarrett qui l'a fait récemment à la All Elite, qui l'a fait mieux? Laissez-moi savoir. Laissez-nous savoir dans les commentaires juste en bas. Si vous écoutez à l'audio, vous pouvez toujours venir commenter directement sur Facebook, directement sur Instagram. Ça nous fait plaisir de vous lire. On essaie de toujours vous répondre, mais on vous lit. Ça, c'est garanti. Toujours, ça nous fait plaisir. Fait que laissez-nous savoir, d'après vous, qui l'a fait mieux comme arbitre spécial. Et justement, ça nous amène à la carte de SummerSlam 2024, où on aura un match d'arbitre spécial qui a inspiré cette chronique. Fait que on va tout de suite y aller de nos prédictions, résumé des histoires, tout ça, et on va commencer ça avec probablement, je sais pas si c'est l'histoire la plus construite, mais ça fait longtemps qu'on l'a construite. C'est la plus longue. C'est la plus longue. Dans le temps, il y a peut-être Road puis Solo qui, si on inclut Bloodline, au sens large. Bloodline, Rhodes. Exact. Mais je suis d'accord que, mettons, dans la pureté de les 3 membres, les 3 personnes, 3 acteurs de ce match-là, c'est CM Punk contre Drew McIntyre, avec comme arbitre spécial Seth freaking Rollins. Écoute, l'histoire a commencé dès l'arrivée, dès le retour de CM Punk
en Survivor Series en novembre dernier, où il arrive après le show, après le main event, et il y a Drew ainsi que Seth Rollins qui sont dans le main event. Et déjà à l'époque, est-ce que c'est scripté? Est-ce que c'est vraiment leur vraie réaction? Je sais pas trop, mais Drew est pas content. Clairement, les deux sont fâchés d'avoir Et CM Seth Punk. aussi, c'est vrai. Ouais. Fait que ça commence comme ça, un peu dans le réel. Par la suite, lors de Royal Rumble, on a cette espèce en tout cas, une blessure qui arrive à CM Punk qui peut-être met de côté les histoires qui étaient prévues. C'est Drew qui l'a donné, cette blessure-là, là, qui a exactement. blessé au bras. Là. Exactement, et un peu dans le même temps, Seth se blesse également. Fait que on s'entend, tout est un peu déraillé dans les plans qu'on avait peut-être pour WrestleMania, qu'on a décidé de mettre un peu plus tard. Par la suite, à partir de Mania, là, c'est là qu'on construit. Fait que, il y a un match entre Seth et Drew McIntyre pour la ceinture. Drew l'emporte, mais qui n'est pas ringside parce qu'il est blessé, il y a CM Punk. Et après le match, CM Punk décide, après ça a été fait un peu narguer par Drew, décide de l'attaquer et ça lui coûte sa ceinture parce que Damien Priest vient cacher son Money in the Bank là-dessus. Et là, ça suit juste une espèce de surenchère qui va faire chier plus l'autre là, dans les semaines qui suivent, dans les pay-per-views qui suivent. C'est CM Punk qui gagne pas mal tout le temps, je te dirais. Là. Pas mal. CM Punk qui vient coûter souvent les matchs à Drew. Fait que, quand c'est dans son pays natal, quand c'est pour des moments importants, ça fait que Drew pète une coche, frappe les arbitres, frappe les directeurs généraux, décide qu'il est pas content et qu'il veut pogner CM Punk, veut le faire chier. Décide également de voler un petit bracelet, le bracelet où il y a le nom de sa copine ainsi que son chien, les personnes les plus importantes pour CM Punk. Fait qu'il lui vole ce bracelet-là et l'utilise un peu dans la construction de ce match-là. Et ça ressemble à ça pas mal, la construction. Seth vient se réinsérer parce que lors du dernier pay-per-view, CM Punk vient encore coûter le match à Drew, mais ça coûte également le match un peu à Seth parce que ça permet à Damien Priest de retain. Et Seth, il peut plus avoir de chance à la ceinture parce que c'était sa dernière opportunité jusqu'à temps que Priest perde la ceinture. Donc, il est également fâché, Seth. Fait que Seth, il a eu les deux un peu. Exactement. Il a eu, parce qu'il y a eu des matchs contre les deux. Il n'y a pas eu tant de matchs contre Punk, mais il a eu Punk pour tout ce qu'il a fait. Puis il y a eu des matchs contre Drew. Fait une arbitre impartiale parce qu'elle va haïr les deux. On ose croire. Exactement. Et quel aura l'impact et comment on va construire également la suite. Il n'y a pas de rien en jeu. Il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas rien. Fait que j'ai vraiment. L'honneur est en jeu. L'honneur, exactement. Puis c'était bien construit, somme toute. Un peu longuet, on s'entend. Il y a eu quelques dead spots où il y a eu comme une. Je pense aux promos surtout de quand CM Punk est comme dans le coin, dans une loge, puis là, jouer dans le ring, puis là, il court après, puis là, les rôles sont inversés. Puis là, comme, c'est pas mauvais, mais ça paraît qu'on est en train d'étirer cette histoire-là. Fait qu'il y a eu quelques moments où c'était un peu trop long. À noter que Seth Rollins est arbitre parce qu'il n'y a aucun arbitre qui veut arbitrer ce match-là. Donc, on a instauré quelqu'un. Un lutteur qui va venir arbitrer tout ça. Fait que je sais pas, honnêtement, je sais pas. Drew a comme pas le choix de gagner ce match-là, à moins qu'on continue cette feud-là encore un bout. Mais en même temps, c'est ce que CM Punk, dans son premier vrai match, va perdre, à moins qu'il est dans un genre d'aura de je veux aider les jeunes, entre guillemets, là. Puis je suis prêt à perdre pour élever Drew. Honnêtement, je sais pas vers où ça peut aller, ce match-là. Qui t'a quand même gagné de ton rôle? Drew McIntyre. Écoute, je pense que je vais y aller également avec Drew. Mais j'ai vraiment aucune idée. Ça s'en va vers où. Et je sais pas non plus si Seth. Je pense que Seth va avoir un impact sur le match, mais est-ce qu'il va plus aider un que l'autre? C'est ça. Qui t'aurait tendance à dire? Parce que j'ai l'impression qu'il va peut-être il va être la raison du finish, mais je sais pas de quel bord il va tourner. Ça sera une des questions dans le questionnaire. Qui Seth Rollins va le plus aider à l'intérieur du match. Il est plus face, fait que moi je dirais qu'il va aller plus vers CM Punk, vu que CM Punk techniquement est le face là, tweener un peu dans ce cas-là, à la CM Punk là, dans l'histoire, puis Drew est clairement le méchant, donc d'après moi il va. Si CM Punk gagne, c'est grâce à Rollins. Si Drew gagne, il y a peut-être eu un ref bomb, puis il a pété Rollins. C'est à la seconde où Rollins met le chandail d'arbitre, sa force de lutteur vient de descendre de 50 points. Là, on s'entend, là. N'importe quel arbitre qui se fait souffler dessus tombe. Fait que ça joue.
On va voir. Fait que dites-nous dans les commentaires qui vous pensez qui sera gagnant. Et une des questions que j'aurais peut-être, en tout cas, on va voir comment ça va, que j'aurais peut-être mis pour le questionnaire, était une question quand arrivera? Est-ce que bébé de Max arrivera avant ou après SummerSlam? Mais là, on me dit à l'oreille qu'il y a des choses qui se passent. Fait que je vais peut-être devoir quitter là pour checker ça. Parfait. Fait que je te laisse checker Pierre qu'est-ce que tu fais. Mettons, je t'ai réécrit dans 10-15 minutes voir les développements. Ah, pas de trouble. Moi, je vais... Ça se peut que je doive quitter pour vrai. Fait que... On va arrêter ça là, puis c'est ça. Soit je continue tout seul, ou Max va être là. Fait que soit je reviens, soit ça va pas, soit on me dit que des contractions commençaient. Tout le monde le vit live en même temps, c'est magique. Ouais, fait que... Bon, ben, bonne chance, Max! Vous allez voir dans 30 secondes qu'est-ce qui va se passer. Moi, je vais le savoir dans. Ça va être pas mal là. Eh oui, je suis tout seul. Je suis tout seul pour continuer les previews, les prédictions. Et on parlait du questionnaire aussi. Là. Maxime n'est pas là pour parler du questionnaire. C'est lui qui monte le questionnaire. Fait qu'on n'aura pas quelques exclusivités, malheureusement, pour répondre à des questions. Mais je vais être là quand même pour vous dire mes prédictions et parler un peu de l'histoire qui s'est passée, parce que c'est ça, notre job. Je continue. C'est un peu fourrant parce que Maxime est mon deuxième cerveau habituellement. C'est lui qui connaît plus les détails. Moi, souvent, j'oublie des affaires. Regarde, on va découler la carte. Comme ça, on a déjà parlé. Donc, on vient de parler du match de CM Punk contre Drew McIntyre avec Seth Rollins comme arbitre. Les matchs qui découlent, c'est pas le pacing, c'est pas l'ordre des matchs que je devine qui va être pour le SummerSlam, mais c'est l'ordre que nous autres on le fait. Donc le match qui suit, c'est Logan Paul contre LA Knight pour le titre des États-Unis. Donc l'histoire est relativement simple. Donc dans un match éliminatoire, en fait, je pense que LA Knight puis Logan Paul, si je me trompe pas, ont eu quelques confrontations un peu avant le match éliminatoire pour Money in the Bank. Et dans ce match-là, qui était un triple menace, c'est LA Knight qui a piné Logan Paul et qui a renu là, les pétalons pour le piner, donc ce qui a mis un peu Logan Paul en furie. Depuis ce temps-là, il y a eu quelques allers-retours au micro. Et bizarrement, c'est bizarre parce que LA Knight qui est supposé d'être un des meilleurs au micro. Logan Paul est pas loin derrière, je trouve, dans le build-up de tout ça. Logan Paul, je pense qu'il est rendu là, il nous a prouvé qu'il est capable de faire des bons matchs. Et LA Knight, c'est un vétéran. Je pense qu'il va être capable de bien faire shiner Logan Paul là-dedans, puis capable de bien... un high flyer, un peu comme Logan Paul, qui se match avec un vétéran comme LA Knight. Je pense que le match comme tel et le match qui vont être ensemble comme lutteur peut être super, super intéressant. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner comme match. D'après moi, c'est LA Knight qui va gagner la ceinture. Je pense que Logan Paul va prendre quelques semaines, mois de repos. Il n'est pas là tout le temps, là, mais... Ou il va continuer. Je pense que Logan Paul aime ça pour de vrai. Le job qu'il fait comme lutteur. Fait que on va bien voir. Mais pour moi, c'est LA Knight qui va gagner tout ça, qui va remporter je pense son premier titre. Je pense que c'est son premier titre depuis qu'il est plus à NXT. Mon Dieu, puis ça fait comme 3 ans qu'il est là. Ça, c'est le genre d'affaire que Maxime aurait pu répondre, qui aurait fait comme non, il a déjà eu le titre par équipe, je sais pas trop. Fait que, parce que LA Knight est arrivé à un moment où moi, j'écoutais beaucoup moins la WWE. Fait que, en fait, quand il était Maxime Dupree en plus, quelle mauvaise gimmick. Fait que LA Knight, pour moi, qui remporte le titre des États-Unis. Dans un match qui devrait être quand même bien, mais c'est le genre de match qui pourrait être en deuxième, qui passe après l'ouverture. C'est peut-être un peu le dead spot du côté masculin pour SummerSlam. Fait que ça nous apporte tranquillement vers le match qui, d'après moi, pourrait être un des matchs de la soirée, parce que de ce qu'ils nous ont montré à Money in the Bank, puis ce qu'ils sont capables d'apporter, puis l'autre niveau qu'ils sont capables d'atteindre, c'est Sami Zayn contre Braun Breaker. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner, ce match-là. L'histoire est assez simple, en fait.
Braun Breaker, avant Money in the Bank, pour le match qu'ils ont eu ensemble à Money in the Bank, Sami Zayn était comme le seul qui avait pas peur, je vais mettre des gros guillemets ici, là, de Braun Breaker. Puis Braun Breaker était comme, je respecte ça. Et t'as Ilya Dragunov qui traînait un peu aussi alentour de ça. T'as Braun Breaker qui est juste un gros monsieur plein de muscles qui attaque des gens. Fait qu'il a attaqué Ilya Dragunov, il a attaqué Sami Zayn. Sami Zayn a fait comme, t'es pas. J'en ai connu 1000 des gros monsieur comme toi qui veulent juste me battre. Fait que j'ai pas peur de toi. Et ben il a prouvé parce que Money in the Bank, Sami Zayn est resté champion. Fait qu'à partir de là, Braun t'es pas content parce que Braun a perdu contre Sami Zayn. Puis il veut une autre chance au titre. Mais là, il y a Dragunov qui traînait l'entour de là. Fait comme attends une minute, moi aussi, je vais savoir ma chance au titre. Puis là, Sami Zayn a fait comme battez-vous ensemble pour savoir qui d'entre vous deux est le meilleur pour pouvoir venir à SummerSlam pour me battre pour le titre intercontinental de la WWE, bien évidemment. Fait que c'est Braun Breaker qui a gagné dans un match assez violent contre Ilya Dragunov. On en a parlé dans l'épisode de lundi. Vous pouvez aller voir, c'est dans le dégustation de la semaine du Raw du 22, je crois, 22 juillet. Vous pouvez aller voir ça, c'est tout ça? J'ai encore mes notes. Oui, le Raw du 22 juillet. On en parle quand même assez longuement, long et large de ce match-là avec un finish un peu spécial, mais c'est Braun qui a gagné contre Ilya Dragunov. Donc c'est lui qui va aller se battre contre Sami Zayn à SummerSlam. Je sais pas. Je sais vraiment pas parce que Sami Zayn, il a une belle run, c'est le fun avec la ceinture, il paraît bien, il la défend bien. Est-ce que on va mettre une fusée dans le dos de Braun Breaker de son côté heel encore plus? Est-ce qu'il va tricher pour gagner? Je sais pas, mais parce que tu sais, SummerSlam, il va y avoir beaucoup de changements de titre rendus là. Non, moi je pense que Sami Zayn va le garder. Sami Zayn va le garder peut-être avec l'aide de Dragunov qui va peut-être venir, je sais pas. À partir de là, Braun pourrait aller dans un autre feud, mais je pense qu'on garde ça sur Sami Zayn. Cette ceinture-là, je pense qu'il le mérite. Même si Braun le mériterait quand même, à moins qu'il y ait un rematch. C'est tough de réfléchir à voix haute toute seule. En même temps, Maxime fait quelque chose de quand même pas mal plus important que les sommeliers de la lutte présentement. Fait que. Sami Zayn qui va gagner, qui va garder son titre contre Braun Breaker. Je sais pas exactement comment, pourquoi, où. Mais d'après moi, c'est ça qui va se passer. Ensuite, prochain match, Damien Priest contre Gunther, un build-up assez court. C'est Gunther qui est comme revenu il y a 2 semaines avec une promo dans le ring parce qu'il a gagné King of the Ring, donc il a une chance au titre le titre qu'il veut finalement. Il a décidé d'aller contre Damien Priest et je pense que ce sera la fin de Damien Priest. Moi, c'est une fin que je voyais il y a déjà 3 mois dans un autre pay-per-view, donc je pensais que Damien Priest allait pas toffer si longtemps que ça comme champion. C'est pas mon champion préféré. Je suis certain que la personne qui est Damien Priest dans la vie est super gentille, mais comme champion, c'est pas mon champion, c'est pas mon préféré. Au micro, c'est pas ça tout à fait. Par contre, ça lui donne beaucoup d'expérience, de TV time, de temps de micro, des angles différents, d'être capable de défendre cette ceinture-là. Fait que je pense que c'est Gunther qui va gagner cette ceinture-là et qui va faire un peu comme il a fait avec le titre intercontinental. Il va la garder pour un bon bout, puis il va la défendre quand même relativement souvent, puis je pense que Gunther comme champion, il paraît bien avec une ceinture. Je pense que Gunther paraît mieux comme champion avec une ceinture que comme personne qui court après la ceinture. Je pense que c'est un genre de grand monstre, grand rock dur à abattre. Fait que de la personne comme un Sami Zayn qui va gagner la ceinture, ça le rend, ça met un saut, une étampe de crédibilité, ça crédibilise le personnage. Je pense qu'on peut peut-être faire la même chose avec le gros titre, le titre de la WWE du monde heavyweight de la WWE avec Gunther. Il va se rendre minimalement jusqu'à WrestleMania, ça n'a pas le choix, mais est-ce qu'il va faire 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être avec la ceinture? Je sais pas, mais Gunther avec une ceinture, ça paraît toujours bien. Puis je pense que Damien Priest a fait un bon bout de chemin, il a rendu son titre au maximum qu'il peut le rendre. Le build-up de ça, c'est justement, là, c'est Gunther qui gagne le King of the Ring, qui veut un shot
au titre heavyweight du monde de la WWE. Gunther, c'est Gunther qui va gagner. Je pense que ça comme pas le choix rendu à ce point-là. On s'en va vers un moment plus fort de la saison. On va bâtir tranquillement vers SummerSlam, qui est un des Big Four dans les pay-per-view. Puis je pense que SummerSlam, pas SummerSlam, mais Survivor Series, il va rester un 3 mois quand même, là, entre les deux, ou septembre, octobre, novembre. Ouais, c'est ça. Il reste un 3 mois quand même de build-up, puis il y a d'autres pay-per-view qui vont être entre ça, mais... ouais, Gunther. Pour moi, laissez-moi savoir. Nous. Oui, parce que Maxime va quand même lire les commentaires. Mais laissez-nous savoir dans les commentaires, d'après vous, est-ce que c'est Gunther qui va devenir le nouveau champion du monde heavyweight ou c'est Damien Priest qui va garder la ceinture d'un titre à un autre parce que c'est que des matchs pour c'est que des matchs pour les ceintures. C'est fou, raide ça. C'est toutes des défenses au titre. Ah ah! C'est malade. Je viens de me rendre compte de ça. Alright. Donc, c'est Bayley contre Nia Jax. Bayley on en a déjà parlé. Bayley qui est pas... c'est pas la meilleure run de sa vie. C'est pas non plus la meilleure défense au titre. Maxime en a parlé, je crois, dans l'épisode de lundi, ou même avec Io Sky avant ça. C'était bien, mais c'était pas fantastique. Donc, est-ce que c'est la ceinture? Est-ce que c'est l'équipe qui est autour de la ceinture? Est-ce que c'est la personne qui a la ceinture qui n'est pas capable de peut-être aller tout chercher le potentiel dans les storylines pour ça? On sait pas. Maintenant, est-ce que Bayley mériterait de garder sa ceinture et peut-être d'aller vers justement une histoire sur laquelle on peut peut-être plus se raccrocher? J'aimerais ça voir Bayley dans quelque chose de plus proche d'elle, peut-être. Plus gros, là, on dirait que c'est une feud contre Nia Jax. C'est en fait Tiffany Stratton, Nia Jax qui viennent un peu... les deux veulent... Comme le titre, là, Tiffany Stratton a la valise. Fait qu'elle rôde un peu autour de Bayley. Nia Jax et Stratton qui sont devenus les meilleurs amis du monde, ça a de l'air. Et Naomi qui vient aider son amie Bayley. Un build-up un peu bizarre. C'est juste depuis Money in the Bank qu'on fait un peu cette histoire-là. Fait que c'est un 3 semaines, presque un mois de build-up pour se rendre vers ça. On n'a pas encore, il n'y a personne d'entre nous qui a vu là, le SmackDown de vendredi, le Go Home Show pour le SummerSlam. Peut-être qu'il y a quelque chose de spécial qui va se passer, un élément qui va être rajouté dans ce match-là. Mais Bayley est parfaite dans le ring. Est-ce qu'elle va être capable de faire ce que voyons, la blonde de Seth Rollins, ce que The Man a fait avec Nia Jax, donc Becky Lynch a fait avec Nia Jax, sortir des bons matchs. Nia Jax, c'est pas la plus grosse workers, mais contre une Bayley, contre une Becky Lynch, elle est capable parce qu'elle s'accote sur le talent de l'autre lutteuse. J'espère que Bayley va être capable de sortir un gros match de la part de Nia Jax. C'est SummerSlam, c'est le plus gros pay-per-view de l'été, c'est le deuxième plus gros pay-per-view de la compagnie. Nia Jax qui est enceinte pour un titre, je pense qu'il faut qu'elle se donne pour bien paraître, et aussi Bayley doit aider dans tout ça. Va aider, je suis certain aussi. Bayley est incroyable. Fait que Nia Jax, est-ce que ça serait son premier titre, deuxième titre? Je sais pas. Là, Maxime pourrait me répondre. Je pourrais aussi faire une recherche Google, là, mais rendu là, parler puis faire une recherche en même temps, je suis pas certain que mon TDA serait capable de faire ça. Je vais aller pour Bayley. Ouais, Bayley qui va garder le titre, puis j'espère qu'elle va être mise dans une storyline intéressante, peut-être plus captivante que celle qu'elle a présentement. Changement de personnage, peut-être, là, il vient d'en faire un, mais je suis pas certain. Je pense qu'elle a de la misère à naviguer au travers de toutes les nuances, la couleur du personnage face qu'elle a présentement. Fait que, en espérant que ça lui donne un deuxième souffle à son règne de championne, donc du monde de la WWE. Fait que c'est Bayley pour moi. Encore une fois, répondez au questionnaire qui dans les commentaires, ou laissez-nous savoir directement dans les commentaires. Mais vous faites les deux, on s'entend. Le questionnaire, vous avez des chances de gagner le titre de la personne qui a le mieux répondu ou qui connaît mieux sa lutte. Là. On n'a pas encore de vrai prix, là, parce que, regarde, on va en avoir un moment donné, genre carte cadeau Amazon de 10$. On sait pas, mais Bayley, pour moi. On s'en va maintenant vers ce qui pourrait aussi être le match. D'après moi, ça va sûrement être le main event de la carte.
Il va rester un autre match après, mais d'après moi, ce match-là, qui est Cody Rhodes contre Solo Sikoa, va être le main event. Une histoire qui pourrait reculer v'là 2 ans, mais on va garder ça plus simple. Donc, c'est le Bloodline qui tourne autour de Cody Rhodes parce que Cody Rhodes a le titre, bien évidemment, et Solo est le New Bloodline, le Bloodline 2.0, appelez-le comme vous voulez, veulent des titres, veulent être dominants, veulent être au top de la chaîne alimentaire de la WWE. Donc, Solo Sikoa, qui est le nouveau head of the table. Je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire en arrière de ça, de Solo et de la New Bloodline. Ben, il veut le titre. Donc, c'est un match que Cody Rhodes lui a donné. Dans les dernières semaines, c'est un Kevin Owens et Randy Orton qui venaient en aide à Cody Rhodes pour l'appuyer, parce qu'on s'entend, le Bloodline, c'est une famille. Ils se tiennent ensemble et ils vont attaquer ensemble et sont sans scrupules, ils s'en mauditent complètement, qui est en avant des autres, ils vont péter des gueules. Donc, Cody Rhodes a été chercher des amis en Orton et en Kevin Owens dans les dernières semaines. Le Bloodline était plus fort qu'eux et a détruit tout l'entourage de Cody Rhodes. Maintenant, il n'y a pas de gimmick nécessairement qui a été mis dans ce... C'est pas un street match, il n'y a rien qui a été implanté dans ce match-là. Fait que comment on va gérer les interventions? Parce que c'est sûr qu'il va y avoir des interventions. C'est certain que Tama Tonga, Tangaloa, Jacob Fatu et peut-être même une nouvelle arrivée de Hikuleo qui vient de signer avec WWE, qui était à la New Japan, qui est aussi un Samoan, qui est le cousin de quelqu'un. J'imagine. J'imagine que Pierre-Paul pourrait nous dire dans les commentaires exactement Hikuleo, son background, d'où il vient et tout ça. Mais on n'est pas dans la stipulation, nous, avec le sommelier. Non, on est dans ce qu'on voit en avant de nous. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Les interventions, oui. Donc, est-ce que Kevin Owens et Randy Orton vont revenir pour le pay-per-view pour donner un coup de main à Cody Rhodes? J'ose croire que oui. Et est-ce que ce sera le retour d'un Roman Reigns? Est-ce que ça va être le retour d'un Paul Heyman? J'espère. Ça peut pas... si ça finit le pay-per-view SummerSlam 2024 et c'est Cody Rhodes avec la ceinture et Roman Reigns en gros babyface et Paul Heyman à côté de lui, genre qui lui serre la main ou qui sont un accolade, c'est quelque chose là, qu'on n'aurait jamais pensé qu'il aurait pu arriver il y a 6 mois, ça serait coco dans le ça serait complètement fou. Fait que Cody Rhodes ne peut pas perdre ce match-là. Il va y avoir des interventions d'un peu tout le monde. Fait que, Cody Rhodes qui va garder son titre, qui va garder la ceinture qu'il a si bravement gagné, si vaillamment gagné au cours de cette longue histoire qui dure avec le Bloodline depuis maintenant 2 ans et demi, là, depuis qu'il est revenu finalement à la WWE. Ben, non, un peu moins parce qu'il a feudé avec Seth Rollins. Écoutez, je m'égare. Fait que c'est Cody Rhodes, laissez-moi savoir, bien évidemment, d'après vous, qui va remporter ce qui risque d'être, d'après moi, le main event. Mais nous, il nous reste un autre match à analyser ou à voir un peu tout ce qui se passe. Et je crois que c'est la meilleure histoire présentement à la WWE. Et c'est, moi, l'histoire que j'ai le plus hâte de voir, le dénouement de. C'est pas une phrase qui fonctionne, je vous le donne. C'est comme une phrase Ikea. Vous mettez les mots où vous voulez. C'est Liv Morgan qui est championne du monde des poids lourds de la WWE contre Rhea Ripley qui vient de revenir, qui a été retrouvée ou retourné chercher son petit dôme. Donc c'est Liv Morgan et Rhea Ripley pour le titre que Rhea n'a jamais perdu. Elle a tout simplement laissé le titre vacant parce qu'elle était blessée. Donc, elle veut regagner sa ceinture, tout simplement. L'histoire est très simple. Liv Morgan, depuis quelques mois, depuis que Rhea est partie, en fait, courtise le beau Dom, est en amour folle avec lui. Et lui, il joue comme si elle tape sur les nerfs. Mais on a vu des fois quelques clins d'œil de comme on n'est pas certain si Dom il joue un jeu lui aussi. J'en ai parlé dans l'épisode de lundi. Je vous redis ici, d'après moi, ce qui va se passer. Donc, présentement, c'est Dom et Rhea qui sont retournés ensemble comme un couple, un couple dans le kayfabe, et Liv Morgan qui a la ceinture, mais qui est reparti en pleurant parce que Dominique l'a complètement envoyé promener, lui a fait de la grosse pépine, et Liv qui est parti en pleurant. Ce qu'on est en train de faire présentement, et ce que je crois qu'on est en train de faire, on va peut-être continuer dans ce sens-là dans le SmackDown de demain,
qu'on va tous écouter, le Go Home Show du SummerSlam. On va continuer à bâtir une genre de Liv babyface où on a un peu d'empathie pour elle, où si on se met à sa place, on trouve qu'elle fait peut-être pitié à la limite, et on va continuer à mettre un Dominic incisif, méchant contre Liv et une Rhea Ripley qui adore ça. Ce que ça va donner, c'est que quand Dominic va tourner contre Rhea et va se ranger du côté de Liv, et on va se rendre compte que ce sera été un plan construit de toutes pièces depuis le début, que c'est exactement vers ça qu'il voulait aller, Liv et Dominic, ben ça va rendre une Rhea Ripley complètement babyface, la plus grande babyface de la compagnie, si c'est ce qui est fait. Dom, on va continuer à l'haïr. Liv, elle peut rester heel. Ça ne dérange pas, on va continuer à l'haïr aussi. Et je crois que Liv va rester championne. Oui, Liv va rester championne comme méchante. Et c'est une babyface Rhea Ripley qui va se faire complètement trahir par Dom, qui ne réussira pas à gagner la ceinture, mais qui va courir après pendant toute l'automne. Et c'est là que l'histoire va être intéressante, c'est là que l'histoire va être le fun. C'est toujours plus le fun quand le babyface court après la ceinture qui a le méchant heel. Et ce sera un Judgment Day qui va peut-être même se ranger. Un Judgment Day qui complètement shift vers Liv Morgan avec une Rhea Ripley un peu seule. Peut-être un coup de main de Jey Uso, qui sait, qui va venir l'aider. Que pour moi, ce sera Liv Morgan qui reste championne et un swerve, un turn de Dominic Mysterio pour mettre Rhea Ripley dans le poste de bonne babyface et au top des babyface de la compagnie. Ça fait le tour des matchs qu'on a pour vous. Oui, c'est beaucoup plus vite quand on n'est pas deux parce qu'on se lance pas la balle et on peut pas creuser certains aspects parce que Max, c'est mon deuxième cerveau pour la lutte. Fait que je travaille juste avec un cerveau qui est le mien. C'est l'équivalent d'un demi-cerveau. Je vous épargne les détails, là, mais c'est ça. J'ai des points blancs comme ça. Des points blancs. Comme si je voyais des points. Je dis de la sauce, là, mais merci beaucoup d'écouter. Merci beaucoup d'avoir enduré ma voix là, pendant le dernier. Ça fait quoi, un gros 20 minutes là, que j'enregistre tout ça. Merci beaucoup. Vous pouvez nous suivre un peu partout sur toutes les plateformes de balado, donc de podcasts, donc Apple Podcasts, sur Spotify, sur les podcasts audio sur YouTube maintenant qui était anciennement Google Podcasts, iHeart. On est sur pas mal n'importe quelle plateforme un peu louche ou obscure de l'internet. Et sinon, sur YouTube, si vous venez nous voir directement, on rajoute des photos aussi, preuve à l'appui. Je vais mettre une photo là ou pas. Fait que vous pouvez commenter aussi directement sur YouTube. Si vous nous écoutez sur YouTube, si vous nous écoutez à l'audio, vous venez commenter directement sur Facebook, sur Instagram. On vous lit, on essaie de vous répondre, mais on vous lit bien certainement. Et n'oubliez pas de remplir le questionnaire. Et vous pouvez envoyer le lien du questionnaire là, à des amis là, qui connaissent un peu la lutte. Là. Vous dites, hey, écoutez l'épisode 69 des Sommets de la lutte. Réponds au questionnaire. Ça va te prendre 1h30, mais tu auras vécu la lutte au travers de nous. Si tu es un amateur de lutte, tu n'as pas le temps, ou tu as un ami qui est amateur de lutte et qui n'a pas le temps d'en écouter, on est l'endroit pour vous recommander tout ce qui se fait de bon en lutte, parce qu'on est des sommeliers de la lutte. Merci de nous suivre. Nous, on se revoit à l'épisode 70 où on fait le review, les highlights pour SummerSlam 2024. Donc, ce sera peut-être avec un petit bébé nœud dans les bras max, ou peut-être moi en solo, ou avec un invité spécial qui va revenir sur SummerSlam. Donc, sur ce, passez une très bonne journée, très bonne nuit, très bonne soirée. Et à la prochaine! Merci de nous écouter. Bye bye!